Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, le débat chaque soir en direct à 19h30. Je suis très heureux de vous retrouver. Élection américaine, bien sûr, ce soir, avec cette surprenante, étonnante victoire de Donald Trump, le candidat républicain qui devient donc le 45e président des États-Unis. Un candidat novice en politique, on en parlera, on verra son portrait dans quelques instants. Extravagant, iconoclaste, anti-immigration, avec un programme flou. On reviendra évidemment sur ses propositions économiques. Et des électeurs américains qui ont, on y reviendra aussi, crié leur colère à la face de l'establishment. Ils ont renversé la table et Hillary Clinton a donc perdu pour la deuxième fois, boudée par ses électeurs. Bien sûr, c'est un choc. Elle s'est exprimée d'ailleurs en fin d'après-midi. On va parler de l'Amérique, on va parler de la France. Quelles conséquences cette victoire peut avoir ici en France? Y a-t-il un avant, un après Trump dans cette campagne présidentielle, dans cette campagne des primaires? Évidemment, chaque candidat, chaque Français élu s'est exprimé après cette victoire. Chacun a eu intérêt soit à s'en rapprocher, soit à s'éloigner de Donald Trump. La première à avoir réagi, c'est Marine Le Pen qui, dès 7h20 ce matin, eh bien, se félicitait de la victoire de ce président, le nouveau président au peuple américain, disait-elle, libre, peuple américain libre. Voilà ce que disait Marine Le Pen. Est-ce que ça va changer le cours de l'élection présidentielle? Peut-être, parce que c'est vrai que tous les candidats à droite se sont exprimés, vont chercher la bonne stratégie. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, s'est exprimé et a expliqué que Bernie Sanders aurait dû gagner s'il n'était pas entré dans cette primaire. Et puis, ça peut aussi aider Emmanuel Macron. C'est en tout cas une séquence un peu compliquée pour le président François Hollande. On y reviendra dans quelques instants. lcp.fr, vous connaissez l'adresse, le JDD notre partenaire, #CVR, les tweetos et la page Facebook. Merci pour tous ceux qui nous écrivent. François Long, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de l'Eure, membre de la Commission des Affaires étrangères. Vous avez été le président de cette commission des affaires étrangères. On écoutera votre réaction après cette victoire de Donald Trump, parce que c'est vrai que depuis quelques heures maintenant, il y a beaucoup de réactions en France et évidemment à l'étranger. Nicolas Hamelin, bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains du Calvados, ancienne ministre, spécialiste des questions internationales, membre vous aussi de la commission des affaires étrangères et membre de la délégation parlementaire de l'OTAN. Il y a une élection, je crois, très importante qui vous attend dans quelques jours. Merci d'être avec nous. François Durper vient nous rejoindre dans quelques instants. Vous savez, c'est le marathonien de l'élection américaine et il sera là dans quelques instants. Et puis avec nous, Marie-Cécile Nave, bonsoir. Vous êtes politologue, chercheuse, associée à l'IRIS, auteur de Trump, l'onde de choc populiste, sorti aux éditions FIP. Et puis vous êtes spécialiste des droites américaines. On parlera du Tea Party notamment, puis de la façon dont il a séduit ou pas le camp républicain, parce que ça n'a pas été toujours facile dans son camp. Merci en tout cas à vous trois. Retour sur cette victoire, quelques chiffres: 59 390 851 voix pour Hillary Clinton, 59 215 000 voix, 0,97, c'est-à-dire moins de voix pour Trump, mais plus de grands électeurs. Déjà, c'est compliqué pour nous en France, évidemment. Regardez ce sujet réalisé bien après la victoire de Donald Trump, sujet réalisé par Marion Châtelain. Un séisme politique. À la surprise générale, Donald Trump remporte les élections américaines. Les républicains disposent désormais de la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Donald Trump appelle maintenant à la réconciliation. L'heure est venue pour l'Amérique de panser les plaies de la division. Nous devons nous rassembler. À tous les républicains et les démocrates et tous les indépendants du pays, je dis qu'il est temps de se rassembler en une seule nation unie. Je m'engage à être le président de tous les Américains et c'est très important pour moi. Une victoire inespérée pour ses soutiens, en joie. J'attends le changement, quelque chose de différent. C'est toujours la même chose, depuis longtemps. On est prêt pour le changement, on est prêt pour que l'Amérique retrouve sa grandeur. Avec 218 grands électeurs, les démocrates ont dû se résoudre à la défaite. Hillary Clinton, affaiblie par l'affaire des mails, a félicité son adversaire tout en reconnaissant une défaite douloureuse. J'ai félicité Donald Trump et je lui ai proposé, au nom de notre pays, de travailler avec lui. J'espère qu'il aura du succès en tant que président de tous les Américains. Nous n'avons pas obtenu le résultat que nous attendions et pour lequel nous avons travaillé si dur. Je suis désolée que nous n'ayons pas remporté cette élection au nom des valeurs que nous partageons et de la vision que nous avons de notre pays. Partagés entre choc et colère, les militants démocrates sont plongés dans l'incertitude.
Sincèrement, je suis complètement choquée. Je ne m'y attendais pas. Je n'aurais jamais pensé que Trump puisse gagner. Le simple fait qu'il ait été le candidat des Républicains, c'est de la folie. Je ne peux pas le croire. Honnêtement, c'est vraiment une blague ce qui arrive à notre pays. Le monde entier doit être en train de nous regarder comme des fous. Cette victoire a violemment secoué les marchés internationaux. Les marchés asiatiques et américains ont dévissé de plus de 5%. Puis entre-temps, la bourse de Paris s'est reprise et elle a fini en hausse à 1,49, je crois. François Lonc, c'est quand même ce soir, d'abord inattendu, surprenant, parce que les sondages n'avaient pas indiqué cette victoire de Trump. C'est la victoire de l'outsider sur la candidate de l'establishment. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut l'analyser? Depuis longtemps, on voit que c'est serré. Je vais vous dire précisément, le 27 octobre, il y a une douzaine de jours, j'étais à New York avec 2 collègues de la Commission des Affaires étrangères, Elisabeth Guigou et Philippe Cochet, pour la rencontre annuelle aux Nations Unies. La consul générale de France, Madame Anne-Claire Legendre, qui est une jeune consul et brillante, réunit un dîner avec 4 politologues américains et un journaliste américain. On arrive au moment où Madame Clinton était à 7-8 points d'avance. Et là, les 4 politologues américains et le journaliste américain nous disent « ça n'est pas joué du tout. Il peut gagner, elle peut perdre ». Et il nous explique pourquoi, tous les commentaires, je ne vais pas y revenir, qui ont eu lieu depuis la victoire. Donc, il y a là aussi une question à se poser, une fois de plus, sur les sondages, sur les sondeurs, sur ces gens qui viennent nous donner des leçons, souvent sur les plateaux de télévision. En faisant gagner l'élection avant qu'elle ait été votée. Qui veulent faire aussi la politique à notre place. Et bon, que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a des honnêtes gens, hein, on peut en citer, mais il y a aussi un certain nombre de margoulins dans cette profession. Et il va falloir qu'ils fassent le ménage. Parce que, alors, aux États-Unis, là, ils se sont trompés, une fois de plus. Mais il y a des analystes qui... je l'ai indiqué, et d'autres qui ont bien vu ce qui se passait au fond de l'Amérique, parce qu'on voyait des New-Yorkais qui parlaient. Dans chacun des États, avec ce système incroyable, des délégués par État, alors que Mme Clinton gagne du point de vue du nombre des voix, comme Al Gore l'avait fait quand Bush l'avait battu. Nicolas Ameline, sur cette théorie, parce que la France, et on va parler évidemment de l'effet de l'onde de choc ici en France, sur les candidats à la primaire par exemple, c'est ça, c'est vraiment le candidat, c'est l'outsider, c'est l'homme qui s'est parlé aux Américains déclassés, qui a renversé la table et renversé en même temps Hillary Clinton. D'abord, je crois qu'il faut se méfier de nous-mêmes. Nous voyons toujours les États-Unis par le prisme soit de l'Europe elle-même, soit de New York. L'Amérique, c'est beaucoup plus compliqué que cela, diversifié. Deuxièmement, je pense qu'effectivement... Hillary Clinton était pour beaucoup la candidate idéale, mais la réalité, c'est que nous avons eu le Brexit il y a quelques semaines. Et là, nous avons une sorte de formidable nouveau Brexit, c'est-à-dire que nous sommes surpris par la réalité de la volonté des peuples. Et ça doit vraiment nous servir de leçon, parce que de plus en plus, nous sentons la volonté des peuples européens ou outre-Atlantique de changer le système, de le renverser. Alors, il faut... C'est-à-dire la classe politique a le pouvoir depuis longtemps. Tocqueville l'avait un peu dit dans sa démocratie en Amérique, par vraiment anticipation. Mais il y a un moment où cette rupture entre le peuple et les élites se traduit par un véritable bouleversement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'étend. On le voit en Europe, on le voit maintenant aux États-Unis, première puissance mondiale. Donc il faut vraiment que nous en tirions les leçons. Je crois que la situation... nous allons naturellement créer une normalisation des relations avec les États-Unis et je pense que le président Donald Trump va lui-même se normaliser, clarifier ses positions. Oui. Ça va être important sur certains sujets majeurs d'ailleurs. On va y venir, il y a la Syrie, il y a beaucoup de sujets. Mais il y a une dimension qu'il faut avoir à l'esprit et je voudrais vraiment le dire, c'est l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, le signal, il est lancé à la France, à beaucoup de pays, en campagne. Mais il est lancé à l'Europe, parce que si l'Europe ne devient pas une puissance politique rapidement, elle va mal, l'Europe, et s'il y a un désengagement des Américains, eh bien là, nous pourrions avoir de vrais problèmes. Donc vraiment, je crois qu'il faut que ce soit une prise de conscience à tous les niveaux. Signalons quand même que l'attitude de Donald Trump, ce matin, pour nous, quand on l'a entendu faire son discours, était diamétralement opposée au langage parfois grossier qu'il a pu tenir pendant la campagne. Il avait déjà enfilé le costume de président américain. Marie-Cécile... Heureusement. Heureusement. Marie-Cécile Nave,
Qui a fait gagner Donald Trump? On parle de ces Américains blancs, déclassés, ceux qui sont les sans-voix et dont il serait devenu un peu le mégaphone finalement. Permettez-moi d'être en désaccord avec ce que vous venez de dire quand vous dites, quand on l'a entendu ce matin dans son premier discours de candidat victorieux, il a endossé le costume de président. Je pense précisément le contraire, à savoir qu'il avait l'air vraiment surpris de gagner. Moi, il m'a fait penser à Jean-Marie Le Pen au lendemain du premier tour. Mais le discours était plus correct. Je termine. Allez-y. Il avait l'air vraiment aussi estomaqué que la plupart des commentateurs. Vous ne pensez pas gagner, hein, dit-on? Moi, je pense très profondément que Trump, bien sûr, avait envie de gagner parce que c'est un nouveau challenge pour lui. Il s'est engagé pour se donner un nouveau défi parce que c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, mais bon. Tous les candidats à une élection de ce type sont comme ça, mais lui particulièrement. Il avait une revanche à prendre sur l'establishment politique et intellectuel. Donc une vraie envie de gagner, une envie de gouverner, je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas qu'il a envie de gouverner, parce que ça ne l'amuse pas. C'était la conquête du pouvoir qui l'intéressait. Oui, on l'a vu d'ailleurs dans les trois débats télévisés. Dès qu'il était interrogé, soit par le modérateur, soit par Hillary Clinton elle-même, sur les détails de son programme, qu'est-ce qu'il va faire en termes de politique fiscale, économique, étrangère, de santé, éducation? Il restait dans le vague, il revenait toujours sur le bouc émissaire, soit chinois, soit mexicain, soit musulman, mais jamais il n'allait vraiment sur le détail du programme, ou alors il changeait tout le temps d'avis. Donc si je vous entends bien, il est en train, avec ses conseillers qu'il est en train de constituer, écrire un programme. Il est en train de potasser ce qu'il va mettre en place pour l'Amérique. Peut-être ou peut-être pas. C'est-à-dire qu'il va... il y a la question de savoir comment il va gouverner avec un Congrès, certes à majorité républicaine, mais qui a un seul siège d'avance au Sénat. Et ça va être quand même difficile, notamment s'il veut remettre en cause l'Obamacare. Il ne pourra pas le faire avec un Sénat qui a une seule voix, un seul siège d'avance. Déjà, c'est compliqué, il y a un contre-pouvoir. Pour la gouvernance, ça ne sera pas la première fois, parce que souvenez-vous de Reagan. C'était aussi un acteur de second rôle au cinéma. Un ancien gouverneur de Californie, Reagan. C'était très différent. Peut-être, mais il n'empêche que lorsqu'il a été élu, son équipe n'était pas encore constituée. Il va y avoir un délai jusqu'au mois de janvier où Mais vous permettez, Sylvie? Vous m'avez coupé la parole, je vous la coupe pas. Non, oh non, attendez. On n'est pas là. Allez-y, François Loncle. Faites de la politique, puis après on verra. Donc, Reagan constitue une équipe et ensuite, il exerce sa fonction à l'américaine, certes, mais c'est pas lui qui domine dans les décisions à prendre, dans la manière dont il va appliquer son programme ou ce qui tenait lieu de programme. Donc ça, le système américain permet qu'il y ait à la tête du pays quelqu'un qui n'est pas forcément un très grand professionnel, mais sachant s'entourer, quelqu'un qui est populaire. Vous vouliez rajouter quelque chose? Quelqu'un qui rassemble. On va voir son portrait, puis il a une équipe, et si l'équipe est bonne, il s'en sort. Nicolas Ameline, la question du programme est quand même très importante. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est vertigineux ce que dit Marie-Christine Navin. Sur la table quand même en matière de baisse d'impôts, en matière d'Obamacare précisément, ou bien sur le désengagement militaire, par exemple, à l'égard de l'OTAN. Donc il va falloir quand même assez vite... que je l'espère en tout cas, que la raison l'emporte et qu'il y ait vraiment une clarification et un équilibre qui se retrouvent. Parce que là, ça a été quand même vraiment une succession de propositions qui parfois sont même contradictoires. Absolument. Marie-Christine, vous vouliez compléter? Il n'y a pas de programme précis. En revanche, il a un vrai projet de société qui est une société fermée, nostalgique, d'une Amérique blanche, patriarcale, protestante, fermée sur elle-même. Évangéliste plutôt, et protestante évangéliste. J'ai lu qu'il était... Oui, il a eu un très fort engouement, il a eu un très fort vote, le vote évangéliste en sa faveur. Une société qui est fermée sur un plan économique, identitaire et sécuritaire. Et ça, c'est un vrai projet de société avec comme storytelling principal celui de l'identité. Et après, les raisons du succès de Trump, on peut les détailler. On va y venir. On va voir son portrait parce que c'est un homme d'affaires milliardaire. C'est vrai qu'il s'est présenté milliardaire. C'est cet homme milliardaire donc, qui a su parler à une Amérique blanche, déclassée. Il n'a pas toujours eu beaucoup de chance dans les affaires d'ailleurs parce qu'il y a eu des hauts et des bas chez Donald Trump. Et en tout cas, il a gagné cette élection comme une sorte de jeu peut-être. En tout cas, la volonté de conquérir ce pouvoir suprême. Regardez ce portrait réalisé par Béatrice Finzan. Si vous voulez du Obama pour 4 ans de plus, si vous voulez 4 ans de plus de croissance de l'État islamique, 4 ans de plus d'impôts forts, 4 ans de plus d'Obamacare que nous allons abroger et remplacer, alors laissez Hillary Clinton gagner.
mais vous allez en baver. Oh oui. Il est connu pour ses phrases assassines, son franc-parler et son goût pour la démesure. Donald Trump, l'homme d'affaires new-yorkais star de télé-réalité, est arrivé sur le tard en politique, mais sa mégalomanie assumée a su séduire. Dans les années 80, il fait ériger une tour à son nom au cœur de Manhattan et inaugurer encore il y a quelques jours un hôtel à Washington, entouré de sa famille. Père de 5 enfants, le septuagénaire qui a divorcé à 2 reprises est un protestant presbytérien farouchement opposé au droit à l'avortement. Pensez-vous qu'il est nécessaire de punir l'avortement? La réponse est qu'il doit y avoir une forme de punition. Pour les femmes? Oui, il faut une punition. Autre priorité pour le milliardaire, l'immigration. Donald Trump souhaite expulser plus de 2 millions de migrants qu'il assimile systématiquement à des criminels. Pour le candidat républicain, la solution est simple, renforcer les contrôles, ériger un mur à la frontière mexicaine et condamner à 2 ans de prison tout migrant expulsé de retour sur le sol américain. Voilà, et François Durper nous a rejoint. Je voulais simplement le saluer, le remercier d'être avec nous parce que vous faites un marathon là de 48 heures. Parce que, on peut le dire, vous n'avez pas dormi depuis 48 heures parce que vous avez suivi évidemment avant, pendant et après. Vous êtes avec nous ce soir. Merci. Vous êtes spécialiste des États-Unis, vous êtes aussi historien, spécialiste des questions d'éducation. Vous êtes déjà venu en parler sur le plateau. Vous avez sorti La Présidente 2. Vous aviez fait une présidente. Alors, ça, c'est le petit Trump illustré. Et puis une bande dessinée. Oui. Alors là, et là, c'est le 2. On voit, oui. Et vous intégrez Trump. Donald Trump est dans la Maison-Blanche. Dans le bureau ovale avec... Vous l'aviez déjà fait gagner. Avec, oui. C'est ça. Avec Poutine et puis une certaine présidente française dont je tairai le nom, il faut lire la VD. Parce que dans le premier, c'était Marine Le Pen qui était au pouvoir. Oui, voilà. C'est ça. Mais c'est peut-être elle. Dans le deuxième aussi. C'est peut-être elle. Donald Trump, on a vu son portrait. Marie-Cécile Nave, juste pour comme ça faire la boucle et mettre un petit fil rouge dans le débat, nous expliquait tout à l'heure qu'en fait il avait pris beaucoup de plaisir à conquérir le pouvoir, mais qu'il arrivait comme ça un peu les mains vides, sans programme, avec une vision de la société. Vous êtes d'accord avec ça? Moi je dirais il n'a pas de programme, mais il a une casquette. Donc c'est ce que je... Non mais pourquoi je dis ça? Ça coûtait cher d'ailleurs, j'ai vu. Oui, il a investi. Mais ça veut dire que quand vous demandez aux gens, aux militants de Donald Trump, bon, ça vous dérange pas qu'il n'ait pas de programme, etc. Il dit, mais moi, je sais ce qu'il veut faire. Il veut faire que l'Amérique soit grand à nouveau, hein, son slogan. Et ça peut faire sourire. Et après, on leur demande, mais comment vous le savez? C'est marqué sur sa casquette. Sauf Hillary Clinton... C'est la politique degré zéro, c'est ce que vous dites? Non, d'accord. Moi, je ne pense pas que ce soit la politique degré zéro, parce que Hillary Clinton n'avait pas de casquette. Elle avait des programmes, mais elle n'a pas su projeter ses militants vers quelque chose. Le seul moment... Alors, il y avait un slogan très marketé, on le connaît autour de la table, mais ce n'est pas passé dans le peuple américain. Sauf que le moment où elle a trouvé un slogan, c'était le slogan de Trump. Elle n'a pas dit... Great again, elle a dit wall again. Il faut de nouveau mais quand vous reprenez le slogan de votre adversaire, c'est quand même pas gagné. Et je vous rappelle qu'elle avait perdu contre Obama. Lui, il avait Yes We Can. Et les militants, à un moment donné, ils disaient « Yes, she can, yes, she can ». Donc, si vous voulez, il y a ce problème d'incarnation. Les dossiers, ils sont là, mais l'incarnation, et Donald Trump... Cette envie, ce désir. Mais bien sûr. Et puis, le deuxième élément, c'est ce qu'ont dit en sortie d'urne les Américains hier. Change. On a voté pour change à 3/4. Change. Alors c'est incroyable parce que change, c'était la même chose en 2008 avec Barack Obama. Évidemment, ils sont aux antipodes. Et une déception aussi. Mais c'est quand même la même chose. Malheur à celui qui incarne le statu quo. Et on s'est trompé pendant 1 an. Enfin, en tout cas, moi, je me suis trompé. D'autres ne se sont pas trompés. Mais il y a 1 an, on ne se trompait pas parce qu'on avait commencé cette élection en disant c'est très difficile institutionnellement de remplacer 2 mandats de président démocrate ou de président républicain quand on est républicain ou démocrate. On va parler de la France. Il y a quand même cette idée de renverser la table. On va beaucoup plus loin que l'alternance dans ce scrutin. On est dans la rupture. C'est un Brexit x3. On le disait, c'est un formidable Brexit parce que c'est une rupture. Et je pense que c'est cet événement majeur qui doit nous interpeller parce que on n'est pas il n'a pas manqué que le slogan, je pense. Je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond, qui est une cassure, et la volonté, effectivement, d'un changement, mais radical. Oui, il a manqué aussi peut-être mais en fait, parce qu'on n'est pas seulement aux États-Unis,
mais dans une ère où le système et l'antisystème se mettent en place. Et il y a alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question de posture. Et ça, c'est très important parce que moi, aujourd'hui, je me suis posé des questions sur notre échec collectif, ou en tout cas le mien. Parce que vous croyez être... Oui, un échec. Parce que... Et j'ai envoyé des messages, j'ai dit, mais qu'est-ce qui a posé problème avec Hillary Clinton à des amis américains? Je me suis dit, on va pas faire de sociologie comme ça, on va juste voir empiriquement. Oui. J'ai envoyé 2-3 SMS. Ils m'ont tous répondu la même chose. Ils m'ont répondu Sanders. Ça veut dire que c'était des électeurs de Sanders. Et alors, je ne sais pas, pour l'instant, vous avez vu, je n'ai pas travaillé savoir combien d'électeurs de Sanders, mais empiriquement, eux, ils ont remporté Sanders. Et ça me fait penser à ce qu'on... Après, je termine ma phrase. Ça m'a fait penser à, il y a 1 an, quand on regardait pendant la primaire, un peu moins, pendant la primaire, les projections Sanders face aux républicains. Et Sanders était 5-6 points de mieux qu'Hillary Clinton. Et ça, je ne me l'expliquais pas. Je me disais, mais c'est quand même incroyable, etc. Mais 2 antisystèmes, et là, évidemment, on se mord les doigts parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'aurait fait Sanders? Oui, on revient tout de suite dans la politique française parce que Jean-Luc Mélenchon, immédiatement, c'est Marine Le Pen qui a tweeté pour féliciter Donald Trump, mais Jean-Luc Mélenchon, et on va parler des Français, évidemment, et de la France, dit, mais Sanders aurait gagné l'élection américaine s'il ne s'était pas enfermé dans les primaires, puisque évidemment on le sait, Jean-Luc Mélenchon refuse les primaires. Qui va gagner contre Biden. Regardez François Long, cette petite phrase de Sanders, justement, qui lui à l'époque proposait aussi un changement et qui avait sonné assez fort aux oreilles des Américains. Il y a une guerre dans notre pays entre les plus riches et ceux qui travaillent. Les Américains possèdent 23% de la richesse du pays, plus que les 50 les plus pauvres, et apparemment ce n'est pas assez pour eux, en expliquant qu'il y a une partie de la spoliation de ces richesses qui sont détenues par 1% de ces Américains. Oui, mais ça ne s'explique pas uniquement, le succès de Trump par la question des inégalités socio-économiques ou le sentiment de déclassement. C'est-à-dire que voilà, il y a une partie de la petite classe moyenne et des classes populaires qui n'ont pas bénéficié des fruits de la croissance depuis 2008, alors que les plus riches se sont enrichis. Certes, il y a un chômage bas, mais il y a aussi un emploi flexible très important. Et des salaires très bas. Des problèmes de salaire minimum. Il y a aussi la question de la peur du multiculturalisme, de l'ouverture des États-Unis sur le monde, de l'immigration, de l'islam largement associé à l'islamisme. Terrorisme. Par Trump, oui. Et l'idée que finalement, quelqu'un qui est noir, qui est passé par les grandes universités de la côte Est, accède à la présidence des États-Unis, pour une partie des Américains, c'est insupportable. Et donc la thématique de la peur identitaire, du sentiment voilà, qui sommes-nous un mouvement de balancier finalement. Oui, c'est un boomerang anti-Obama. Oui, il y a aussi cet effet. François, il y a beaucoup de catégories de la population qui n'ont pas encore digéré la crise de 2008. Et dans l'Amérique profonde, on a vu ces familles malheureuses qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur logement parfois, etc. Et tout ça est ressorti. Mais vous avez dit tout à l'heure, il a manqué Sanders. Peut-être, d'ailleurs, le pronostic sur Sanders aurait gagné. Alors ça, moi, je me... C'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, d'accord, moi, c'est un pronostic de... mais chacun essaie de récupérer comme il peut. Ce que je constate, c'est que, d'une part, Sanders ne s'est pas défoncé pendant la campagne. Franchement, autant le couple Obama était magnifique, d'un bout à l'autre, autant Sanders, il a traîné les pieds, quoi. Alors, deuxième chose, et là, je suis un petit peu en désaccord avec Nicole, parce que quand tu disais tout à l'heure... candidate idéale, Hillary Clinton, elle n'a pas été très bonne. Et moi, je m'en suis aperçu dès l'apparition de son livre de mémoire, avec cette une d'ailleurs où sa photo était absolument invendable. Bon, c'est un point de vue. Mais très franchement, elle n'a pas été très bonne. Elle avait une forme d'arrogance qui choquait. Elle avait un mal fou finalement au contact populaire, à entraîner les foules. Elle l'a fait à la fin. Ce que disait tout à l'heure François Durper. Mais il lui manquait quelque chose. Cette énergie qui manquait. Je voulais dire que c'était la candidate idéale dans la continuité de Barack Obama. Enfin, si le film était resté, je dirais, le film habituel. J'ai dit au politologue américain, dans ce dîner que j'évoquais, finalement, est-ce que le Parti démocrate ne s'est pas trompé de femme de président ? Bon, c'était une plaisanterie, mais ils m'ont tous dit, mais oui, Michelle Obama, c'est
10 fois plus charismatique que en même temps, Hillary l'affaire des Clinton. mails, l'affaire... Enfin, Attendez, ce que vient de dire Marie-Cécile Nave est intéressant, c'est si le Michel mouvement Obama, balancier, il veut pas faire de politique. il y aurait un anti-Obama qui aurait aussi poussé Hillary dehors, finalement. Il y a quelque chose de vrai et il y a quelque chose de plus complexe à la lecture de ce qu'on a posé comme question après les urnes. C'est on a demandé aux Américains est-ce que le bilan d'Obama est positif. Et on a 54%. Alors donc 54% des gens qui ont voté et qui ont donc fait l'Amérique de Trump, qui disent le bilan est positif. C'est complexe. Le bilan d'Obama est positif. Donc, et pour le coup, je ne suis pas suspect de penser qu'on ne peut pas interpréter les sociétés de manière multiculturaliste. Et pour le coup, là, je pense qu'il y a des choses qui nous montrent que cette élection, c'est pas joué là-dessus. Parce que, j'explique, on a pensé, j'ai répété 15 millions de fois, gender gap, gender split, ça va faire l'élection, les femmes vont faire l'élection, cette élection... C'est le fil rouge de la campagne, c'est une femme, plafond de verre. Qu'est-ce qu'on constate là ? Alors, on constate que les femmes ouvrières, white working class, les femmes white working class ont voté pour... Trump, malgré tout ce qu'il a pu dire. Malgré tout ce que j'ai pu dire. Ouais. En fait, tout ce que les sondages... Voilà, les sondages montraient qu'elle gagnait chez toutes les catégories de femmes. Et vous savez quel est le dernier président à avoir remporté le vote des femmes working class ? Bill Clinton. Et pas parce que c'était une femme. Parce qu'il parlait d'économie, il parlait d'égalité, il a obtenu ce vote-là. Alors, je ne sais pas si Sanders aurait fait mieux, mais en tout cas, quand on regarde les États, c'est quand même des États blue wall, des États... Michigan, je crois, est tombé du côté Trump. Le Michigan a été gagné par Sanders. Le Michigan a été gagné par Obama il y a 4 ans. Donc, voilà. Là, elle a quand même complètement... c'est quand même assez étonnant, ce renversement d'une candidate démocrate qui perd les États populaires et puis... perdre la Pennsylvanie, par exemple, c'est quand même... Son électorat, en quelque sorte. Et puis, certes, un candidat atypique du Parti républicain qui fait que les milieux d'affaires s'effraient. Je voudrais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui, évidemment, lors des questions au gouvernement. Alors, vous étiez présent, mais pour nos experts, c'est vrai qu'une grande partie des questions au gouvernement étaient tournées vers cette victoire de Donald Trump. Et vous allez voir, à travers ces questions et ces réponses, il y a un peu le florilège de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur toutes les questions que se pose évidemment la classe politique française et les Français donc sur les grands dossiers qui attendent évidemment Donald Trump. Regardez. Le peuple américain a fait son choix et nous le respectons. Donald Trump a été élu le 45e président des États-Unis. Pour lui, la reconstruction des États-Unis doit primer sur tout, y compris sur les traités de libre-échange. Il prône la nucléarisation du Japon et remet en question l'accord historique conclu sur le nucléaire iranien. Il évoque aussi une éventuelle renégociation de l'accord de Paris sur le climat. Le président de la République a adressé ses félicitations et rappelé la volonté de la France de continuer à rester un partenaire des États-Unis. Nous sommes le plus vieil allié des États-Unis et nous entendons le rester. Il y a donc à parler avec le président Trump, il y a des clarifications à obtenir, mais la France veut rester elle-même avec ses principes, avec ses valeurs, avec sa stratégie, son indépendance. Cette élection fait craindre un monde plus dangereux. Des tensions avec l'Amérique du Sud et en particulier avec le Mexique, plus de complaisance avec la Russie, moins de coopération avec la Chine. Nous allons devoir traiter avec une Amérique qui sera encore moins disposée à s'engager pour la sécurité de l'Europe. Je ne crois pas au triomphe de la simplicité ou de la démagogie, s'emparant des esprits. Et moi, je crois, bien sûr, au triomphe de l'intelligence des peuples. Il faut toujours respecter leurs choix, mais il faut les éclairer. Car la fatalité triomphe dès lors que l'on croit en elle. Et il y a ces risques. Nous l'avons vu en Grande-Bretagne, et nous savons, Madame la Présidente, que la France n'est pas à l'abri de ces risques, bien évidemment. Alors, rien n'est jamais écrit à l'avance, et notre responsabilité, et j'ai ma part à y prendre, c'est donc de travailler sans relâche au service des Français pour leur redonner de la fierté et de l'espoir.
Un mot sur l'économie, puis on va parler de l'international, parce que évidemment les Français ont les yeux rivés vers Raqqa et Mossoul, où il se passe des choses. Il y a le débat syrien. Il y a quand même quelques sujets qui ont été soulevés, Nicolas Hamelin. Sur le volet économique, il évoque l'idée, alors je reste toujours très prudent, mais de faire baisser les impôts de 35% à 15%, tout en fermant le pays. C'est qu'à la fois il est libéral en faisant une flat tax, mais en étant extrêmement protectionniste. Vous y voyez quelque chose, vous avez clair dans cette proposition? C'est très contradictoire. Non, je pense qu'il faut effectivement clarifier. Il y a des éléments tellement contradictoires entre les propositions. Mais en tout cas, moi, ce qui me préoccupe plus encore, c'est la défense collective. Parce que là, je pense que nous avons une alliance historique qui est essentielle aujourd'hui, car l'Europe n'est pas en capacité d'assumer actuellement sa propre sécurité, même si nous devons aller plus vite et plus loin. Et je pense sincèrement que toute idée de désengagement serait extrêmement préjudiciable à la sécurité. Vous pensez que ce sont des mots de campagne ou c'est quelque chose qui rentre dans sa stratégie, dans sa vision globale? Je pense, il y a une tendance, parce que l'idée de ce qu'évoquait tout de suite François, c'est-à-dire de faire un repli un peu stratégique, c'est certainement une idée. Ça fait quand même plusieurs années que dans le domaine de la sécurité, les Américains même nous disent, vous, Européens, organisez-vous. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Nous venons de sortir d'un budget où nous l'avons demandé, d'ailleurs très fortement. Mais je pense qu'il faut effectivement que nous fassions en sorte que nous revenions à quelque chose qui soit réaliste et possible et surtout positif pour l'ensemble. François Blanc, un mot. Il y a plusieurs sujets évoqués dans les questions, notamment du député Vittel. Le traité de libre-échange qu'on remet en question, qui est un sujet extrêmement sensible ici en France. La question du nucléaire iranien, l'accord de Paris. Et puis, il faut qu'on parle aussi de la Syrie, parce que là, il y a aussi un enjeu. On parlera de Barack Obama et de sa stratégie avec la Syrie. Tout ça, c'est quoi? C'est un gloubi-boulga qu'il faut bien éclaircir? Il faut mettre des choses au clair? Parce que c'est vrai que tout ça est très... il y a les idées, d'ailleurs, enfin, si on peut dire, en politique étrangère, paraissent un peu plus claires que la politique économique, qui est effectivement contradictoire et un peu confuse. Sur la Chine et la Russie, vous savez ce qu'il a dit, et bon, et ça va un peu loin, c'est le moins qu'on puisse dire. Proche de Poutine, enfin en tout cas... Bien entendu. Sur la Syrie, je suis désolé, il y a un certain nombre d'entre nous qui, depuis des années, considèrent que ne pas faire de la lutte contre le terrorisme, y compris en Syrie, la priorité des priorités, au détriment de tout le reste, ça paraissait s'imposer, et ce n'est pas la politique du gouvernement français, ni d'un certain nombre de dirigeants de l'opposition, je pense à M. Juppé, et par contre, il y a une vision chez Donald Trump, ou ceux qui l'entourent, qui me paraît salutaire dans la phase actuelle. Pour le reste, je crois que dialoguer avec la Russie, ne pas en faire remettre la Russie un repoussoir sur un pied d'égalité. Bon, mais ajouter à cela que si l'Europe, comme le disait Nicolas Hamelin très justement au début de l'émission, ne prend pas la volonté, les choses en main pour peser face à ce qui pourrait être un triangle États-Unis-Trump, Chine, Russie, Poutine, alors là, on sera très mal. Donc, urgence sur l'Europe. Marie-Cécile Nave, sur l'économie et l'international. Sur l'économie, parce que je vous ai vu réagir, c'est vrai qu'il est à la fois, il veut remettre en question le traité de libre-échange, mais en même temps, il baisse les impôts. Libéral, protectionnisme, il est quoi, Donald Trump? C'est un homme d'affaires, il a gagné sa vie dans l'immobilier. C'est quoi sa vision économique? Il a une vision de la société américaine fermée par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire avec une volonté d'être dans un protectionnisme assez dur vis-à-vis de la Chine et du Mexique, mais aussi de l'Europe. Néanmoins, par quel levier va-t-il mettre en place cette politique-là, qui reste assez vague quand même? Sortir de l'OMC, par exemple, sortir de l'ALENA, ça se fera pas comme ça. Il ne gouvernera pas tout seul. Trump ne gouvernera pas tout seul. Et j'en profite pour dire que la fascination qu'il a pour les dictateurs et pour non seulement Poutine, mais aussi Saddam Hussein ou Kadhafi, est tout à fait préoccupante. Je m'excuse. Mais non, enfin. Ce qui est préoccupant, c'est pas sa fascination pour les dictateurs. C'est assez préoccupant quand même, non? Mais moi, c'est pas ce qui me préoccupe. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que les Américains, sachant cette fascination, lui votent pour lui. Vote pour l'homme, pour cet homme, vote pour l'homme. Quelqu'un qui retweet une citation de Mussolini qui dit, parce que c'est un mélange effectivement de fascination, puis dans la télé-réalité, finalement, la citation est bonne, peu importe l'auteur. Exactement. C'est ce qu'il a répondu, c'était sa défense. Mais pour le coup, je vais le défendre sur un point, c'est que quand il a fait campagne, les propos qu'il a tenus sur la France, c'était quand même un homme en campagne qui tenait des propos sur la France. Il y a beaucoup de républicains qui ont tenu des propos un peu identiques.
Les propos du chef de l'État, ce matin, sont des propos de chef de l'État. Donc le premier qui attaque sur la relation diplomatique, enfin, moi je pense qu'en plus, je pense la séquence de ce matin, c'est-à-dire deux personnalités de l'opposition à la télévision, puis le chef de l'État à la télévision, je trouvais ça un peu étrange. Je trouve qu'un texte de l'Élysée, reconnaissant simplement la victoire, vous avez entendu le discours de Barack Obama? De manière grave, hein, le discours de Barack Obama, qu'est-ce qu'il a dit? Barack Obama, il a dit une chose très simple. Les institutions sont supérieures aux hommes dans une démocratie. Et Hillary a dit, je suis prêt à travailler avec vous. Je ne suis pas d'accord avec George W. Bush. Mais George W. Bush m'a aidé à être un bon président en faisant la transition, ce que je ferai avec Donald Trump. C'est l'Amérique. Donc c'est une leçon. Mais oui, mais François Hollande aurait pu se mettre à cette hauteur. C'est pas seulement l'Amérique, c'est la démocratie. Je pense que la France a une responsabilité particulière dans le dialogue que l'on doit engager avec Donald Trump. Il est élu démocratiquement. Il doit être un interlocuteur et la France a une responsabilité particulière. Pourquoi? Peut-être depuis Lafayette, mais parce que nous avons, nous, un lien privilégié. Et nous devons tout faire pour que ce dialogue soit constructif et que nous puissions faire passer sur les sujets qu'on vient d'évoquer, que Philippe Vittel a rappelé, les messages les plus forts. Parce que Qui sont lesquels? Sur la sécurité, sur la COP21, le Nicole, terrorisme. c'est impossible de céder quoi que ce soit. Oui, sur la COP21, c'est pas possible. Je pense sur que nous devons, le climat, c'est un renoncement mondial. Oui, mais je pense que la critique ne sert à rien, en fait. Il va falloir que nous essayions... Il ne s'agit pas de critique, il s'agit d'affirmer nos valeurs. Oui, mais justement... Ce à quoi on tient. Justement. Et c'est à nous, probablement, parmi les Européens, je dirais, d'assumer particulièrement cette responsabilité. Et je souhaite que nous le fassions, parce que rien ne serait pire, en effet. On va entendre notre sentinelle Henry Landers, qui était démocrate, qui est un proche, qui soutenait Hillary Clinton, qui a écrit un livre. Et Henry, absolument, qui était avec nous en plateau il y a quelques semaines. Et cette question qui est soulevée par Marie-Cécile Nave sur ces espèces de vagues populistes, anti-immigration, peur de l'islam, peur de l'islam radical... Est-ce que cette question-là vous inquiète dans un contexte d'élection présidentielle ici en France? On peut appeler ça la question de la nation également. Oui. La question de la nation, puisque ce que dit Trump, il a défini, il dit il n'y a pas de nation sans frontières. Il n'y a pas de nation sans frontières. Donc, alors lui, les frontières, c'est quand même des frontières de l'ordre du mur, puisque l'image qu'on retient de lui, c'est le mur. Bien sûr. Problème économique, mur avec la Chine. Problème sécuritaire, mur avec les musulmans. Le Mexique. Problème identitaire, mur avec les Mexicains. Dans la campagne, j'ai besoin de faire un mur avec les Français. Parce que ça, mais Nicolas Hamelin, cette question d'une campagne présidentielle, vous ne soutenez officiellement aucun candidat à l'élection primaire. On va voir d'ailleurs un sujet, parce que chacun réagit. Mais ce populisme, cette espèce de vague qui vient de mettre au pouvoir Donald Trump, est-ce que vous craignez que ça crée comme ça un effet de, voilà, un peu de tsunami ici, dans notre campagne? Ça existe déjà. Ou amplifié, alors. J'allais dire, l'impact sera d'autant plus... évident qu'il y a déjà je trouve, c'est vraiment cette atmosphère. Pas seulement en France. Et oui, pas dans seulement d'autres en France. pays européens. Donc je pense que c'est un mouvement qui est beaucoup plus général, je ne dirais pas universel, mais c'est l'idée d'une espèce de soulèvement ou de la volonté des peuples d'exprimer, avec une certaine violence démocratique d'ailleurs, je dirais, mais d'exprimer une volonté de changement et de rupture. Mais c'est de la démocratie. C'est de la démocratie. Il a joué là-dessus parce que quand on dit populisme, dans populisme, il y a peuple. C'est d'ailleurs, vous voyez, c'est un mot qu'on prend dans les deux sens. Mais vous voyez qu'on est en train de basculer parce que ces mouvements-là, précisément, ils commencent à l'assumer ce terme. Du populiste, il y a le mot peuple. Alors, on est populiste. Oui, ça peut être traité positivement le mot populiste. Il faut en tout cas pas le traiter avec les. Barack Obama, on peut dire que c'est du populisme optimiste, du populisme positif, du populisme intégratif. Donc peut-être mettons de côté peut-être le mot populiste pour analyser la nation, cette notion-là, c'est de se dire. C'est un vote qui s'est fait sur la globalisation. Il y a, dit Trump, des gagnants de la mondialisation, il y a des perdants de la mondialisation. Hillary Clinton a fait partie des gagnantes. Moi, que je fasse partie des gagnants, l'important c'est que je vous comprenne. Mais pour répondre à votre question très directement, Nicolas François Longue et Henry Landers, que le prochain président de la République devra d'abord avoir une force, une puissance d'action et une énergie exceptionnelle, parce qu'il va falloir contribuer à la restabilisation d'un monde qui est parfaitement désorganisé. Et deuxièmement, je pense qu'effectivement, il va y avoir une prime à celui qui, ça m'étonnerait, mais celui en tout cas qui
qui va se situer dans la plus grande écoute d'un phénomène qui effectivement aujourd'hui est une déferlante. Oui, ce qu'on évoquait tout à l'heure, une populiste, alors, en tout cas un retour. Il ne s'agit pas de prendre en compte tout ce qui se dit, bien évidemment, parce que nous avons, et je partage complètement les valeurs, les principes, mais de comprendre ce qui se passe. Et sans le balayer d'un revers de main. Voilà, exactement. Ressenti en politique. Voilà. Mais il y a aussi le problème qui va se poser rapidement, c'est, et pas seulement dans cette campagne américaine, on le verra en France plus tard, c'est la différence entre la campagne, les propos de campagne, oui, c'est ça, les discours de campagne, et ce qui va arriver, et ce qui fait l'action politique, ce qui démarrera le 20 janvier, absolument. Bon, et là, on voit bien que cette campagne a été la campagne du buzz par Donald Trump, la campagne des réseaux sociaux déferlants, etc. On ne peut pas faire de la politique 24 heures sur 24 pendant un mandat présidentiel avec les buzz et les réseaux sociaux. Alors, il faut de l'action, il faut un programme, il faut des engagements, il faut une volonté. On change de nature. François, avant d'avoir des problèmes avec ses alliés, il aura des problèmes avec ses congressmen. Oui, c'est ça. Même si c'est républicain. Donc c'est un régime, on sait très bien, c'est un tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu pendant la campagne risque d'être un peu caduque. Regardez, on a une sentinelle. Henri Landes, on est ravi de vous accueillir. Vous êtes devant la webcam, une webcam. Je rappelle que vous êtes franco-américain, auteur d'un livre qui s'appelle Allô Houston, les États-Unis vus par un Américain en colère, édition Max Milo. Vous étiez de nous présenter d'ailleurs ce livre, et vous êtes toujours le fondateur de Climate, puisqu'on parlait tout à l'heure de la conférence de Paris, des questions d'environnement et de son positionnement de Trump. J'imagine, Henri, que ce soir vous êtes en colère. Vous êtes quoi? Vous êtes atterré que les Américains finalement aient voté majoritairement pour Donald Trump? Alors oui, je suis d'autant plus en colère. J'étais déjà en colère quand j'ai étudié un petit peu la politique américaine depuis 35 ans. Et je pense que les Américains, leur détresse date de beaucoup plus longtemps que quelques années. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui s'est développé. Et c'est là où je veux aussi avoir une certaine dose d'optimisme. C'est qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits depuis 35 ans qui peuvent aussi être défaits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 35 ans? Sur la même période, nous avons la hausse des inégalités sociales, la hausse de la concentration de la richesse dans le top 1%. On a une hausse des dépenses en lobbying. On a une hausse des dépenses privées dans les campagnes électorales. Et ceci, il y a des effets ou des tendances parallèles à toutes celles-ci, c'est qu'on a une hausse des émissions de gaz à effet de serre, une hausse de l'agriculture industrielle, une hausse de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé sur le niveau de santé publique? Tout est lié. Une hausse du diabète, une hausse de l'obésité. 2/3 des adultes américains aujourd'hui sont en surpoids. Une hausse surtout de la méfiance des institutions américaines. Le Congrès en premier. Et pourquoi? Parce que 30 à 70% du temps d'un parlementaire aujourd'hui est consacré à lever des fonds privés. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites pour assainir la politique américaine. Et Donald Trump, il avait donné l'impression, avec sa casquette différente, il n'a pas besoin de programme, il disait « moi, je ne peux pas être acheté, je suis quelqu'un qui est l'anti-système ». Et aujourd'hui, c'est vraiment un vote anti-système qui s'est concrétisé. C'est vraiment une des premières fois où on voit ça depuis longtemps. C'est un Brexit puissance 10. Les Américains n'ont pas voté pour un républicain contre un démocrate, ils ont voté pour quelqu'un qui dépasse ce clivage-là. C'est un clivage différent. Et il y a même une dame qui a voté pour Donald Trump, qui a été interviewée pendant ces dernières 24 heures, qui a tout dit. Elle a dit « J'ai voté pour Donald Trump parce que j'en avais marre de la corruption dans le Parti démocrate et j'en avais marre de la corruption dans le Parti républicain. » Montrant bien qu'elle ne le considérait pas comme un candidat du Parti républicain. Et c'est le Parti républicain, le Parti démocrate, finalement, dans le même sac, parce qu'ils génèrent la même... Ce que nous dit quand même Henri Landes, pour vous, les députés, les élus, ici en France, il nous décrit une situation politique, une démocratie qui a glissé vers la démagogie ou les lobbies qui ont pris le pouvoir. Enfin, c'est ce qu'il nous décrit. Mais la dame en question, elle ne va pas considérer que M. Trump est un ange blanc. Bien sûr. Non, mais enfin, en tout cas, ce que nous décrit Henri Landes, c'est tous les phénomènes auxels on assiste aux États-Unis et que décrivait très bien votre... Monsieur Henri Landes. Et le blocage des institutions, oui, le panorama est sombre de ce qu'il nous décrit de l'Amérique là. Oui, quand même. Mais il y a eu un congrès à majorité républicaine pendant plusieurs années, notamment la Chambre des représentants, qui a été très largement bloquée sur la question, par exemple, de la réforme de la santé et du plafond de la dette du déficit fédéral, parce qu'il y avait une minorité extrémiste qui s'appelait les Tea Party, dont on ne parle plus,
mais qui sont encore là, hein, qui peuvent réapparaître. Le Parti républicain n'a absolument pas fait de mise à jour, de réforme. Ça sera a priori quand même difficile de gouverner avec Trump, avec un parti républicain qui ne s'est pas réformé, qui est à peu près en désaccord sur tous les sujets de l'agenda. Comment ça va se passer, la relation avec Trump? C'est vraiment très incertain. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est la politique intérieure américaine, mais elle est très importante. Très attentif aussi aux causes, les inégalités, parce que... ce qu'évoquait Henry Landers. Voilà, et la peur. Et je pense que ces causes se retrouvent dans beaucoup de pays dans le monde et ont, y compris en Europe, facilité l'accès de candidats qui ressortent plus du populisme, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc c'est extrêmement important de comprendre et d'essayer d'y répondre par anticipation. Alors regardez les réactions françaises, parce que la classe politique a réagi, je leur dis, Marine Le Pen la première. Ce soir, le maire de Béziers, Ménard, propose à Donald Trump de venir à Béziers. J'imagine que Donald Trump l'a mis dans son agenda. Il va courir vers Béziers. Voilà, je pense qu'il a rentré dans son agenda. Réaction en tout cas, tous azimuts de la classe politique, à droite comme à gauche. Regardez ce sujet réalisé par Elsa Mondin-Gava. Un président de la République qui prend acte des résultats de l'élection américaine avec gravité. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je dois l'aborder avec lucidité et clarté. En France, les leaders des grands partis n'ont pas attendu longtemps pour faire des rapprochements avec la situation politique actuelle. En premier lieu, Marine Le Pen, qui ne dissimule pas sa joie et dresse un parallèle entre elle et Donald Trump. Ce qui s'est passé cette nuit n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Les Américains se sont donné le président qu'ils ont choisi et non celui qu'un système installé voulait leur faire valider, comme si les élections n'étaient qu'une formalité, voire une corvée. Nicolas Sarkozy, lui, analyse le choix de Trump comme la confirmation de sa propre stratégie. Il exprime une volonté de changement. Il exprime le refus d'une pensée unique qui interdit tout débat sur les dangers qui menacent notre nation. Cette pensée unique qui refuse de voir la réalité du rejet d'un commerce mondial qui n'est ni loyal ni équitable. Cette pensée unique qui ne voit pas l'exigence des peuples quant à la maîtrise de l'immigration et au respect des frontières. Pour le patron du PS, la défaite de la démocrate Clinton doit servir d'avertissement pour les socialistes français. Dans un tweet, il alerte : la gauche est prévenue, continuons nos enfantillages irresponsables et ce sera Marine Le Pen. Un appel au rassemblement, alors que la gauche est plus divisée que jamais. C'est un séisme politique, évidemment, aux États-Unis, on l'a traité, mais c'est aussi ce soir, et depuis ce matin d'ailleurs, un séisme politique en France, parce qu'on voit le positionnement des candidats. Marine Le Pen, la première, Nicolas Sarkozy qui reprend des arguments similaires à ceux de Donald Trump. Est-ce que ça vous inquiète, cette montée de ce que dit d'ailleurs Jean-Christophe national-populisme qui est en train d'arriver? Ce sont les mots du premier secrétaire du PS. Oui, là il a raison, Cambadélis, mais séisme... désordre, tout ce que vous voulez, ça ne date pas de l'élection d'hier soir. Mais ça l'amplifie. Il y a des problèmes à droite, il y a des problèmes à gauche, il y a une division, il y a des conflits, il y a des primaires, etc. Alors ça peut l'amplifier. Il y a une montée du Front National, mais elle ne date pas de la victoire d'hier soir. Elle peut encourager Marine Le Pen à finalement expliquer qu'elle est la candidate anti-système, comme Emmanuel Macron d'ailleurs le répète aussi, lui, de son côté. Il y a des points communs, hein, c'est pas la peine d'insister, on le sait très bien. Il y en a qui peuvent avoir... disons, un certain nombre de Nicolas Sarkozy oui, Nicolas Sarkozy, un peu le côté pantin sur la casquette, et puis aussi une certaine grossièreté dans le langage. Il y a Mélenchon par sa démagogie, parfois, mais il ne va pas jusque-là, parce qu'il a des valeurs quand même. Il a des valeurs, il n'est pas mitterrandien pour rien. Et puis, on peut même dire que, alors, sur le plan du candidat hors sol ou en dehors des partis, il y a peut-être Macron qui peut s'inspirer d'un certain nombre de choses. Et puis évidemment, Marine Le Pen va puiser dans tout ça, mais calquer la campagne française ou la situation de la France, le désir des électeurs français sur ceux des États-Unis, c'est pas forcément... Avec les mêmes, excusez-moi, mais avec les mêmes peurs qu'évoquait tout à l'heure Marie-Cécile Nave sur l'idée que l'islam radical, le terrorisme, l'identité, dont on dit
qui pourra structurer la campagne. On entretient les peurs, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, on entretient les peurs. Durper et Nicolas Meline. Vous avez remarqué que Marine Le Pen, son discours était creux. Enfin, volontairement creux en termes de contenu. Il n'y avait pas de contenu. C'est pas nouveau. Hein. Non. En fait, c'est pas une critique. C'est une stratégie. Tous les autres parlaient de ce que disait Trump en matière de programmatique. Elle ne parlait que du vote en elle-même. C'est la France à peser. Elle ne parle que du vote en elle-même.